on dit aujourd'hui que la vie n'est humaine qu'à condition qu'elle soit narrative. C'est-à-dire tant que vous n'êtes pas capable de raconter votre vie, vous n'êtes pas à proprement parler un humain. On s'entend, vous êtes un humain biologiquement, mais ça ne suffit pas d'être un humain biologiquement, il faut être capable de raconter. La vie humaine n'est humaine qu'à condition qu'elle soit narrative. Narrative, c'est-à-dire mise en histoire. Quand on raconte une histoire à un enfant, on va lui donner un scénario. Voilà, il est gentil, il est méchant, machin, etc. Puis ce scénario, comme par hasard, que va faire l'enfant après dans la vie de tous les jours? Il va jouer à ce scénario. Il va jouer à être le chevalier. Il sait bien qu'il n'est pas un chevalier. C'est pour ça que, contrairement aux adultes, il n'a pas besoin d'avoir une armure pour jouer au chevalier. C'est qu'il endosse un rôle de scénario. Quand on est adulte, on fait exactement ça. Essayez de regarder de l'extérieur deux personnes humaines qui se séduisent. Vous verrez, c'est incroyablement drôle. Si vous avez des gens qui se draguent à côté de vous, puis vous regardez ça, vous dites, c'est quand même bizarre qu'ils ne se rendent pas compte que c'est absurde. Évidemment qu'ils s'en rendent compte, mais comme ils sont dans la fiction, autrement dit, comme ils sont en train de vivre le scénario, comme vous, quand vous regardez un film, vous n'allez pas vous dire systématiquement, je suis en train de voir un film, je suis en train de voir un film, je suis en train de voir un film. Vous allez être dedans. Alors les gens, ils sont dedans. Et l'enfant, quand il joue au chevalier, il est un chevalier, symboliquement. Et ça lui permet de pouvoir apprendre aussi à raconter sa vie. Parce que quand on raconte sa vie, on va utiliser des scénarios. Pour qu'elle soit compréhensible, pour qu'on comprenne le sens de la vie, on doit avoir ces scénarios. C'est quand même marrant de voir que ce motif du baiser au lever de soleil, qu'on va retrouver d'ailleurs de manière assez massive dans le cinéma des années 80-90, va faire que la plupart des adolescents qui ne savent pas trop ce que c'est l'amour vont récupérer un motif imaginaire pour comprendre un phénomène. Et c'est un peu ce qu'on fait. On montre comment la fiction aujourd'hui, au sens très large, du jeu vidéo, de la BD, du cinéma, de la littérature, va projeter en permanence des scénarios sur le monde réel, et puis que ces scénarios vont être... ils circulent déjà à la base, et puis ils vont être absorbés par le public qui va, en fait, après, souvent inconsciemment, le reprojeter sur son rapport au réel. C'est ce que disait Aristote, le vieux philosophe Aristote, qui disait « La fiction sert à absorber les catastrophes qui nous arrivent parce qu'on ne sait pas quoi en faire. » Tomber amoureux, c'est une catastrophe. La catastrophe au sens grec, c'est ce qui ne s'explique pas. Tomber amoureux, c'est une catastrophe. Rappelez-vous quand vous aviez 15 ans. C'est assez flippant. Donc c'est bien d'avoir des scénarios qui vous disent comment faire. Dans le numérique, on va avoir certaines peurs, certaines appréhensions, certaines idées de développement qui proviennent non pas tant du réel, mais qui proviennent de la fiction. Les robots qui se révoltent et puis qui piquent le boulot des gens, ça fait en tout cas depuis 100 ans qu'on en parle. Donc c'est, si vous me pardonnez l'expression, méga has-been. Je veux dire, le premier scénario de robot qui se révolte contre l'espèce humaine, c'est 1920. 1920, c'est avant Chaplin, enfin avant les temps modernes. Donc c'est pas non plus comme si c'était de hier. Or, chaque fois que vous avez un article sur les robots, ça pique notre boulot, ça se révolte. On voit comment il y a une sorte de prégnance dans l'imaginaire. C'est-à-dire que notre manière de parler des robots n'est pas du tout liée à l'état actuel de la robotique, mais liée d'abord à notre imaginaire. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans le champ de l'imaginaire est apparu ce qu'on a appelé le cyberpunk avant. C'est que depuis les années 80, on raconte des connexions des hommes et des machines et des réseaux informatiques, des réseaux dans lesquels on va vivre, dans lesquels on va piller des entreprises ou des boîtes, dans lesquels on va pouvoir changer le monde, voire même, comme dans Fight Club, faire écrouler l'économie planétaire. Pour ceux qui ont vu ce film. Comme la fiction nous permet de vivre une autre vie, il y a un théoricien qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer qui dit la fiction nous permet de vivre une autre vie dans un autre monde. Cette phrase est bizarrement, on croit toujours que la fiction c'est faux, mais est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà pleuré ou ri dans un film? Si vous avez déjà pleuré ou ri dans un film, la question que vous devez vous poser c'est est-ce que cette émotion était vraie ou pas? Est-ce que vous avez vraiment pleuré? Ou est-ce que vous avez vraiment ri ou est-ce que c'était du fake? En général, c'est une vraie émotion. Parce que vous arrivez dans une situation, dans un monde, machin, puis vous vivez un truc. Donc en fait, c'est pas une métaphore de parler de vivre. On vit vraiment la vie de ce personnage, mais après on en sort. Et puis comme on a vécu la vie d'un autre personnage, nos compétences de compréhension de nous-mêmes sont plus grandes. Un des sens de la fiction, c'est de permettre de se réinventer. C'est-à-dire que cette hybridation qu'on voit ici, c'est pas pour dire qu'un jour on sera des sortes d'anges déchus, mais c'est bien avant tout pour dire qu'on est déjà hybridé. C'est en fait, on a peur du numérique, mais cette peur n'est qu'une peur de nous-mêmes.
Hein, la science-fiction, elle fait ça, elle nous renvoie tout le temps cette image de nous-mêmes. Le Neuromancien, c'est un roman de 1984 que je vous conseille de lire, qui est assez compliqué, par ailleurs, qui est le premier roman qu'on appelle cyberpunk. Et c'est un roman qui parle du virtuel, mais pas tant ce qu'on appellerait aujourd'hui Internet ou la dépendance ou l'addiction à Internet, mais pour montrer que l'être humain, dans un monde occidental, passe son temps à vouloir échapper au corps. Autrement dit, la peur du virtuel, elle conduit à une question qui me paraît assez intéressante, qui est la question de la place du corps aujourd'hui. Parce que bizarrement, vous vous rendez compte, aujourd'hui, donc le corps humain, qui pense que votre corps humain est l'aboutissement incroyable dont il faut être fier? Là, on le voit comme un brouillon, vaguement. C'est-à-dire, en fait, si vous prenez la définition de la santé de l'OMS, vous êtes tous malades. Moi, le premier. Voilà. L'être humain est d'abord malade. Et puis, il faut qu'il arrête de fumer, un peu moins malade. Puis, il faut qu'il mange comme ça, parce qu'il est un peu moins malade. Et puis après, faire un petit peu de chirurgie pour être un petit peu moins malade. Puis, on n'est jamais, comme dans un jeu vidéo des années 80, on n'est jamais en bonne santé, on est toujours moins malade. Alors, Matrix reprend cette vieille idée du 18e, adaptée avec le virtuel. Mais évidemment, vous voyez bien que ce qu'il y a tout le temps dans Matrix, et c'est là où les deux frères, bon, qui sont maintenant deux sœurs, Wachowski, qui ont donc un rapport au corps particulier, font de ce film un film qui est l'apologie du corps. Parce que dans la matrice, ils peuvent sauter très haut, ils peuvent déformer le réel. Là où ils sont omniscients ou omnipotents, c'est dans le monde virtuel. On se rend bien compte que derrière ça, il y a une échappatoire. Ce qu'on veut chercher à sortir, et c'est le sujet de la prochaine exposition de la Maison d'ailleurs, ça me permet de faire une transition marrante, c'est comment ça se fait qu'on passe notre temps aujourd'hui à vouloir quitter notre corps, alors qu'on est dans une société qui passe son temps à le valoriser. Ou plutôt les images valorisées du corps qu'on n'a jamais. Vous voyez, si vous voulez être un type un peu bodybuildé, il faut arrêter de bosser. Parce qu'il y a plein de trucs que vous ne pouvez pas faire. Ou si vous voulez une fille qui a des courbes parfaites, il va falloir vraiment en faire, parce que sinon, ça va être compliqué. Comment ça se fait que ces images valorisées du corps, qui sont des images complètement stéréotypiques, elles semblent en même temps évoquer la haine du corps? Et la haine du corps et l'amour du corps, c'est en fait la face obscure de la question du numérique. Parce que plus vous êtes dans le numérique, plus le corps disparaît. Et c'est peut-être ça qui nous embête dans les gens qui y jouent, beaucoup, qui investissent le numérique, c'est que le corps disparaît. Alors on essaie de les ramener dans le monde réel, puis en même temps, quand on les ramène dans le monde réel, l'image du corps qui est proposée, c'est l'inverse. Donc la fiction, elle ne parle jamais de numérique, parce qu'elle s'en fiche. C'est ça la question qu'on peut poser aussi au monde des jeux vidéo. Comment ça se fait, tous ces jeunes qui jouent à des jeux vidéo ultra violents? Parce que c'est les seuls endroits où ce sont des héros. Alors, reste du temps. Vous êtes quoi dans la société, finalement? Scientifiquement, vous êtes dominé par votre inconscient, vous êtes que l'épiphénomène de votre génome, sur une Terre qui est au milieu de nulle part, qui va bientôt crever, enfin dans 5 milliards d'années, mais ça paraît tôt. Vos prétentions à l'existence, pas grand-chose, vous pouvez être remplacé par n'importe qui, va arriver vers 50 ans. Vos enfants vont vous haïr au cours de 20 ans. Le système social qui est de plus en plus autonome fait que de toute façon vous allez finir tout seul vieux dans un EMS. Bon, c'est pas très glorieux. Est-ce qu'il est bizarre de chercher un peu de gloire au seul moment où on en a encore autour de 20 ans dans le monde des jeux vidéo? Je ne dis pas qu'il faut le faire ou pas. Mais vous voyez, c'est intéressant de voir qu'au départ, le cyberpunk part du jeu vidéo, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec l'idée de voir des jeunes jouer à des jeux vidéo. Et aujourd'hui, les peurs du virtuel qui cherchent à dire qu'on va se couper dans le virtuel, on va s'éloigner du virtuel, marche pas du tout. Un des grands trucs que vous connaissez, c'est quand même terrifiant, tous ces adolescents qui s'évadent du monde réel pour aller dans les mondes du jeu vidéo. Les jeunes qui jouent à un jeu vidéo, ils ne fuient pas le réel, ils ne s'évadent pas du réel, ils ne sont pas en train d'être contaminés par un monde virtuel, mais ils vivent quelque chose que vous avez sûrement vécu quand vous êtes passionné par un roman. Vous dites, je veux avancer le plus possible avant d'aller me coucher. Et vous n'êtes pas en train de vous dire, je m'évade du monde réel dans la narration. Idem dans le cinéma, quand vous faites tous les jours votre petite série TV, vous ne dites pas que vous fuyez le réel. Pourtant, tous les jours, vous êtes 2 heures ou 1h30, vous êtes dans un monde virtuel. Nous, on voit bien au musée, puisqu'on travaille sur des sujets d'actualité, on se rend compte que ça devient très subversif. En tout cas, ça devient très bizarre, un peu peut-être exotique, de commencer à dire qu'il ne faut pas avoir peur des robots. Franchement, il ne faut pas avoir peur des robots. Enfin, vous n'avez jamais votre aspirateur qui se rebelle contre vous, quoi. Jamais. Il ne faut pas avoir peur du numérique et du virtuel. Quel est l'intérêt d'avoir peur du virtuel? Par contre, ça peut-être bien d'avoir un peu peur du transhumanisme. Parce que derrière le transhumanisme, il y a des humains, en l'occurrence du Caltech et du MIT, il y a des milliards et des milliards de dollars qui sont injectés dans la recherche de pointe
que nous on pense être une espèce de bande d'illuminés, un peu témoins de Jéhovah aux États-Unis qui font ça dans leur coin, en général en Utah ou dans des espèces de provinces reculées. Mais pas du tout. Et ça, c'est en train de piloter la recherche européenne, scientifique. Et ça, c'est un peu plus dangereux que le virtuel, si vous voulez. Un peu plus embêtant, parce que derrière, il y a une industrie pharmaceutique qui va commencer à y aller un peu avec les lobbies économiques. Et nous, on essaie juste de traiter ça, en fait. On ne va pas le traiter comme ça, on essaie juste de dire, tiens, c'est marrant. Pourquoi est-ce qu'on dit que les mangas sont pour enfants? C'est la meilleure manière de ne pas les lire. Après, il ne faut pas s'étonner qu'ils se déguisent en Pokémon. Et qui pensent leur existence à travers ce cadre-là, puisque c'est la seule manière de rendre sa vie intelligible. Ou pour l'expo sur le corps, peut-être ça peut être intéressant de réfléchir à la question du corps aujourd'hui, pour éviter de faire n'importe quoi avec ce truc. Parce qu'en fait, tout ce qu'on fait, plus on fait d'intervention sur le corps, plus ce qu'on montre, en fait, c'est qu'on le hait. Et donc, plus on montre qu'on va fuir dans le numérique si c'était possible un jour. Là, Edgar Morin, qui est un philosophe français que j'aime beaucoup, a dit être réaliste est une utopie puisque le réel se transforme. On doit parier sur les forces de transformation à l'œuvre. Parier, ça veut dire qu'on ne peut pas être certain. Parce que quand on parie, on n'est jamais certain du résultat. Mais comme le réel se transforme, il faut quand même essayer d'imaginer ce qui va arriver. Finalement, on a tout un tas d'imaginaires. Cet imaginaire, il vient de toutes les histoires qu'on nous raconte, que ce soit des histoires fictives ou que ce soit des histoires finalement qu'on lit dans les médias et qu'on entend autour de nous. Et on pense que l'imaginaire est autoréalisateur, c'est-à-dire que notre esprit fait peu la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel. Et plus on imagine finalement qu'on va vers un monde difficile et dangereux, ben finalement on a le risque de réaliser ça. J'ai bien aimé l'exemple du chevalier, l'enfant qui joue son rôle de chevalier. Au final, on joue un rôle par rapport à l'imaginaire qu'on se fait de l'avenir. Alors moi, je me pose la question quand même de comment est-ce qu'on peut essayer d'aller vers cet imaginaire plus positif. Ben c'est peut-être aussi en imaginant les choses de façon un petit peu différente. Mais pour ça, et pour rejoindre ce que dit Edgar Morin, comment on peut parier sur des forces de transformation à l'œuvre si on ne sait pas lesquelles sont? On passe d'une économie de type Far West, où on avait tout qui était limité, les ressources, l'espace, etc., à une économie de type vaisseau spatial. On est de plus en plus sur la planète et on a de moins en moins de ressources. Donc on doit tout calculer. Ça fait peur, mais en même temps, c'est une source d'opportunité incroyable. Et vous savez ce qu'a dit Martin Luther King? I have a dream. Ça, c'est ce qu'on vous vend. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Et chaque fois qu'on demande ce que Martin Luther King a dit, c'est I have a dream. Ok, c'est joli de vous dire réalisez vos rêves. Mais c'est quoi ce rêve? Alors Martin Luther King, lui, son rêve, c'était qu'on vive ensemble comme des frères. Parce que sinon, on mourra comme des idiots. Moi, mon sentiment aujourd'hui, dans l'époque qu'on est en train de vivre, c'est que finalement, ça n'a pas beaucoup changé, sauf que peut-être on doit vivre ensemble comme des sages, sinon on mourra ensemble comme des idiots. On est pour la première fois de l'humanité face à un péril global, mondial. C'est la première fois que notre espèce elle est face à des périls mondiaux. Jusqu'à maintenant, c'était relativement localisé. Ben, je pense qu'on a toutes les clés en main pour vivre ensemble comme des sages. Ça dépend que de nous. On a toujours eu assez de ressources pour nourrir tous les hommes. Le problème, c'est qu'on n'a pas de ressources pour nourrir l'ego de tous les hommes. Donc vivre ensemble comme des sages ou mourir ensemble comme des idiots prend du sens. Alors la Blue Economy, c'est comme souvent, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas trop ce que c'est. L'exemple que je vous donne là, c'est de la spiruline. On produit de la spiruline sur des toits des immeubles en récupérant le CO2. C'est-à-dire qu'on va utiliser un déchet pour produire quelque chose qui est bon. La spiruline, c'est une algue qui est extrêmement nutritive. Vous pouvez grosso modo vous nourrir de spiruline pendant une année sans avoir de carence alimentaire. Et aujourd'hui, cette spiruline, elle est produite notamment sur les toits de nombreux hôtels en Asie, et c'est quelque chose qui vient gentiment. C'est un exemple de la Blue Economy, il y en a un tas d'autres, on en parle tous les jours avec mon collègue. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer, qui est assez incroyable. On se pose souvent la question comment on va nourrir 9 milliards d'êtres humains sur la planète. On ne peut pas continuer à faire de l'agriculture et de l'industrie comme on le fait, on en est conscient. Il y a des petits jeunes, là, c'est deux Français, fils d'agriculteurs, qui font leurs études à Paris, et puis qui en avaient marre de manger des fraises d'Espagne, qui étaient insipides, qui étaient environnementalement parlant pas très efficaces. Et puis ils se sont dit, tiens, puis si on commençait à cultiver sur place, en ville, à Paris. Ils produisent 7 tonnes de fraises dans un container de 26 mètres carrés.
C'est l'équivalent de ce qu'un agriculteur conventionnel produit sur 6 ou 7 000 mètres carrés, avec l'avantage de produire n'importe où, dans n'importe quelle ville, etc. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que si on produit autant sur une si petite surface dans une ville, dans des grandes villes, on peut commencer à se demander si la barquette de fraises, elle coûtera toujours 3 ou 4 francs. Peut-être qu'on paiera un abonnement 3 ou 4 francs par année, puis on aura des fraises à volonté. Aujourd'hui, c'est des fraises, demain, c'est de la salade, des concombres, etc., etc. Donc, il y a toute une recherche qui est en train de se faire aujourd'hui et des gens qui sont hyper innovants et qui commencent avec quasiment rien, si ce n'est des bonnes idées. L'énergie qu'on produit est de plus en plus propre et de moins en moins coûteuse. Donc, si on commence à mettre un petit peu tout ça ensemble, les voitures électriques, qui nous paraissaient quelque chose d'un peu ridicule il y a quelques années, si on regarde aujourd'hui ce qui se passe au niveau de la production d'électricité, de la capacité de développement au niveau des voitures électriques, on peut bien imaginer que d'ici 10-15 ans, on n'aura quasiment plus que des voitures électriques. En 2011, sauf erreur, Wikipédia a déjà été reconnu comme étant l'encyclopédie la plus juste de toute l'histoire de l'humanité. Parce qu'il y a une collaboration et parce que finalement tous les gens qui mettent des choses améliorent la connaissance petit à petit. Donc on a un partage de la connaissance qui devient assez incroyable. Il y a un transfert de connaissances qui est en train de se faire à une vitesse phénoménale, mais nous on est tellement dans notre confort et dans nos habitudes qu'on ne s'en aperçoit pas. Je reprends un mot d'Edgar Morin qui dit qu'il faut combattre notre addiction aux certitudes et nous attendre à l'inattendu. Et j'aime beaucoup ça parce que je pense que c'est un des éléments aujourd'hui qui rend notre expérience dans nos pays difficile parce qu'on a tendance à avoir beaucoup de certitudes. L'école nous a formatés à l'ère industrielle, or on passe dans une nouvelle ère. Et puis quand on a fait des choses, on commence à creuser des sillons dans notre cerveau. Hein. On sait que c'est toujours comme ça et puis on l'a toujours fait comme ça. Puis on est comme cette voiture à un stade où on se dit mais je ne sais plus comment faire autrement. J'arrive pas à sortir de ces sillons. Mais en fait, quand vous recevez sur votre téléphone portable une mise à jour de l'OS, et ben finalement, c'est la même chose qu'on doit faire avec notre cerveau. C'est-à-dire que les modèles qu'on a appris, les modèles qu'on a expérimentés jusqu'à aujourd'hui ne sont plus valables. Et je vous ai mis la version 2016 bêta, parce qu'il y a une phase de test. Aujourd'hui, on passe dans une expérience prix, dans un rapport expérience-prix. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça marchait bien à l'ère industrielle, mais ça ne marche plus. Le problème avec l'expérience, c'est qu'aujourd'hui, on en parle tout le temps, mais on ne sait pas ce que c'est. On met le mot expérience dans toutes les sauces, parce que c'est à la nouvelle mode, hein, tout le monde parle d'expérience, mais c'est quoi l'expérience? Alors quand on ne comprend pas quelque chose, on a peur. Quand on a peur et qu'on ne prend pas le temps de comprendre, on engendre le chaos. Au final, qu'est-ce qui se passe? On a des individus qui commencent à dire « Stop, on ne veut plus de pub, on ne veut plus d'informations et de communication qu'on nous impose. » On choisit, et ça c'est très intéressant, ce n'est pas qu'une question de génération, c'est une question de mode de pensée. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens choisissent l'information qu'ils veulent. Vous allez regarder sur Internet, vous choisissez. Il y a de moins en moins de gens qui lisent les médias ou qui regardent les médias où on leur impose l'information. Mais nous, au niveau de la communication, on continue à imposer. Et on en impose toujours plus parce que comme ça ne marche pas bien, on en rajoute. L'expérience client, c'est un parcours. Vos clients, ils vont faire un parcours et durant ce parcours, il y a des étapes qu'ils vont apprécier ou pas apprécier. Ce parcours, il est fait d'interactions. Et à chacune de ces interactions, l'individu ressent, perçoit quelque chose qui fait qu'au final, son expérience sera bonne ou pas bonne. Le numérique là-dedans, c'est qu'un outil au service de l'expérience. Et ça, c'est un gros problème qu'on a en Europe par rapport aux États-Unis. C'est qu'en Europe, on considère l'outil numérique comme étant une finalité. On doit avoir un site internet, on doit avoir une application, on doit avoir un outil plus performant. Mais on ne se pose pas la question sur comment cet outil s'intègre dans l'expérience. Quelle est la meilleure façon de supprimer les obstacles, de rendre le parcours plus fluide, etc. Ça peut être du numérique, ça peut être autre chose. Quand vous parlez avec des gens qui ont déjà utilisé Uber, ils vous disent quoi? La voiture était à l'heure, le chauffeur était sympathique, et puis j'avais une bouteille d'eau. Ah, enfin, on s'occupe de moi. On a une banque là qui a très bien nettoyé ses vitres, top, mais elle ne s'est pas demandé ce que ça faisait quand les gens marchaient sur le trottoir. Tous les gens qui passent sur ce trottoir à un moment donné se font une idée de la banque, consciemment ou inconsciemment, parce qu'elle les ennuie, parce qu'elle génère un obstacle, elle génère quelque chose qui est négatif.
Quand vous commencez à travailler sur l'expérience client, puis que vous commencez à vous rendre compte en fait des obstacles que le client traverse, vous commencez à voir émerger une quantité d'idées, d'innovations possibles. Une fois qu'on a fait l'expérience client, le parcours, on arrive à l'expérience utilisateur, c'est-à-dire comment est-ce que le client va utiliser l'interaction. Une expérience utilisateur, elle doit être utile, utilisable et agréable. Je vous invite vraiment, quand vous faites quelque chose pour vos clients, à penser différemment et à penser à faire quelque chose qui soit agréable et utilisable. Un petit peu de poésie, je vous laisse lire et apprécier. « 1674 », c'est super actuel. Hein. Dans un monde qui va toujours plus vite, on est tellement omnubilé par le fait de produire qu'on a perdu la capacité à se poser, à réfléchir et à tester et à améliorer et à améliorer et à améliorer.